Le jour où on lui a retiré son insigne de pisteuse, il ne lui restait qu'une poignée de billets au fond de sa poche, et à peine quelques semaines avant de devoir quitter son appartement. Son border collie patientait dehors, assis dans la neige. Il s'est redressé sans un bruit quand elle est ressortie, et il l'a suivi comme s'il devinait déjà que rien ne serait plus pareil après ce jour. Avec ces quelques billets qui lui restaient, elle a remporté aux enchères, pour 150 euros, l'ancienne gare de montagne où son père avait travaillé toute sa vie. Une ruine sans valeur a lâché sa belle-mère, tant mieux pour elle. Pourtant, sous ce béton que personne ne réclamait, son chien a flairé quelque chose qu'elle ne devinait pas encore. Et ce qu'elle a découvert en s'enfonçant dans l'obscurité a bouleversé le destin de tout un village, pas seulement le sien. Si vous avez déjà connu cette force qui vous relève quand plus personne n'y croit à votre place, cette histoire vous parlera. Restez avec nous jusqu'au bout, abonnez-vous et racontez-moi en commentaire quelle est la chose qu'on n'a jamais pu vous arracher. Je m'appelle Margot Berger. Je vais vous raconter mon histoire depuis le début, sans rien vous cacher, parce que je crois qu'elle mérite d'être racontée en entier, avec ses ombres et sa lumière. Avant que tout ne bascule, j'étais chef pisteuse secouriste à la station de l'Aiguille Grise et maître chien d'avalanche. C'était mon métier, ma fierté, et bien plus encore. C'était ma façon d'habiter la montagne. Je connaissais ses pentes comme on connaît le visage d'un vieux compagnon. Je savais reconnaître, rien qu'au bruit de mes bottes dans la neige, si la couche du dessous était saine ou fragile. Je plantais ma sonde dans le manteau neigeux le matin, avant l'ouverture des pistes, et je lisais les couches comme d'autres lisent un livre. Celle-ci trop sucrée, sans cohésion, celle-là bien tassée et sûre. Cette lecture-là, on ne l'apprend pas seulement dans les écoles de secours en montagne. On l'apprend avec les années, avec le froid dans les mains, avec la peur aussi, cette peur respectueuse qui vous garde vivant. Mon père, Aimé Berger, avait été le dernier chef mécanicien du téléphérique du village, celui que tout le monde appelait ici le Grey Needle, l'aiguille grise en anglais d'autrefois, quand la station rêvait encore de devenir grande. Il m'avait tout appris de cette montagne, sans jamais me la rendre effrayante. Il disait toujours, en réglant les câbles de la benne avec ses mains larges et patientes, « La montagne ne nous veut pas de mal, Margot. Elle nous demande seulement de ne jamais faire semblant de la connaître. » J'avais grandi avec cette phrase-là comme d'autres grandissent avec une prière du soir. J'étais une femme des cimes, enracinée dans ce pays depuis toujours, respectée par mes collègues, par les secours en montagne du département, par les habitants de Valombre qui me saluaient dans la rue, avec un mot gentil, un signe de tête appuyé. Je ne savais pas encore que cette même montagne allait, un jour, sembler me condamner et que le village entier suivrait ce verdict sans se poser de questions. Ce matin-là, l'air était trop doux pour la saison. Un redoux soudain après 3 jours de fortes chutes de neige, et le ciel avait cette couleur laiteuse qui ne trompe jamais un pisteur d'expérience. Je suis monté avant l'aube au-dessus du grand couloir qui surplombait la piste où devait se tenir, l'après-midi même, une grande compétition de ski payante, celle qui devait remplir les caisses de la station pour tout l'hiver. J'ai creusé mon profil dans la neige, avec ma pelle, à la lumière blanche du petit matin. Pilou, mon border collie, attendait patiemment à côté de moi, assis dans la neige fraîche, le regard fixé sur mes gestes comme il le faisait toujours quand il sentait que quelque chose d'important se jouait. J'ai observé les couches, l'une après l'autre. Une plaque avant s'était formée juste au-dessus d'une couche fragile, une couche de grains sucrés, sans liant, comme du sel fin qui s'effrite entre les doigts. Je l'ai su avant même de le penser vraiment, dans mes bras, dans mon ventre, cette certitude ancienne qui ne trompe jamais. J'ai donné l'ordre de fermer la piste et le grand couloir jusqu'à nouvel ordre. C'était un jour de grand événement pour la station, une compétition qui devait attirer des centaines de visiteurs et remplir tous les hôtels du village. Bastien Aubry, adjoint au maire de Valombre et patron de la société Cristal Développement, propriétaire d'une bonne partie du domaine skiable, ne l'a pas entendu de cette oreille. Il est venu me trouver dans mon local, en bas des pistes, avec ce sourire qu'il gardait toujours poli, mais qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Vous êtes sûr de vous, Margot ?» m'a-t-il demandé, en feuilletant mon rapport sans vraiment le lire. « Parce que si on ferme ce couloir aujourd'hui, on perd la journée entière, et avec elle, une bonne partie de la saison. » Je lui ai expliqué, calmement, ce que j'avais vu dans la neige. Il m'a écouté en hochant la tête.
ce même hochement poli qu'on réserve à quelqu'un dont on a déjà décidé de ne pas suivre la vie. 1 heure plus tard, sans même m'en informer, il a fait rouvrir la piste et le couloir par un jeune employé qu'il venait d'engager, en passant par-dessus ma décision comme on efface un mot mal écrit sur un tableau. L'avalanche est tombée en fin de matinée, exactement là où je l'avais redouté. Je l'ai entendu avant de la voir, ce grondement sourd et profond qui monte du ventre même de la montagne, ce silence assourdissant qui suit toujours la coulée, comme si le monde retenait son souffle. Avec Pilou, nous sommes descendus dans le blanc, dans la poussière de neige encore en suspension dans l'air froid. Nous avons sorti des gens vivants de sous la neige, un par un, en suivant le nez infaillible de mon chien qui marquait, creusait, aboyait et recommençait plus loin. Nous en avons sauvé plusieurs ce jour-là, des skieurs terrifiés, blancs de froid et de peur, que nous avons tirés de la neige les uns après les autres. Mais il y en avait un que nous n'avons pas atteint à temps. Je revois encore, aujourd'hui, cet instant précis où mes mains ont creusé trop tard, où le silence sous la neige avait déjà tout dit avant même que nous ne trouvions le corps. Ce moment-là ne m'a jamais vraiment quitté depuis. Il vit encore quelque part en moi, tapi, patient, comme la neige elle-même sait attendre son heure. Après la catastrophe, il fallait un coupable. Il fallait un nom à donner aux journalistes, aux familles, aux assureurs. Et ce nom ne pouvait certainement pas être celui de l'homme qui avait rouvert la piste. Bastien Aubry, avec un aplomb qui m'a longtemps sidéré, a présenté les choses à l'envers devant la commission d'enquête interne. Il a parlé d'une erreur de jugement de ma part, d'une fermeture décidée puis levée par mes soins, sans jamais mentionner qu'il était lui-même intervenu. On m'a licencié en quelques jours à peine, sans même un vrai entretien, presque sans un regard. Pilou, tétanisé par le souvenir de la coulée, a échoué quelques semaines plus tard à sa recertification annuelle de chien d'avalanche. Il s'était figé net devant le mannequin d'exercice enseveli, incapable d'avancer, le corps tremblant. On l'a réformé dans la honte, comme on jette au rebut un outil qu'on juge soudain inutile. Ce jour-là, avant de quitter mon local pour la dernière fois, les mains encore froides du dernier inventaire que j'avais dû faire de mon propre matériel, j'ai glissé dans un tiroir de mon ancien bureau mon carnet de pisteuse, celui où figurait, noté de ma main quelques heures avant la catastrophe, l'heure exacte de mon ordre de fermeture. C'était la seule trace tangible de la vérité qui restait quelque part dans ce monde. Je l'ai caché sans vraiment savoir pourquoi sur le moment, seulement parce qu'un instinct ancien, le même peut-être qui me faisait lire la neige, me disait de ne pas le perdre, de le garder pour plus tard. Pendant ce temps, dans les rues de Valombre, dans les cafés, sur le marché du samedi matin, un mot terrible commençait à circuler de bouche en bouche à mon sujet. Un mot que je n'osais même pas répéter à voix haute tant il me faisait mal. La meurtrière. C'est ainsi qu'on commençait à m'appeler dans mon propre village, celui où j'étais né, celui où mon père avait donné toute sa vie au téléphérique. Et ce mot-là, une fois lancé dans l'air froid de la montagne, allait mettre bien longtemps avant de retomber. Les mois qui ont suivi ont été les plus durs de toute ma vie, plus durs même que le jour de l'avalanche. Sans travail, montré du doigt dans les rues de Valombre, je vivais sur des économies qui fondaient plus vite que la neige au printemps. Les gens détournèrent le regard quand je passais près d'eux, ou pire encore, ils me fixaient un peu trop longtemps avant de se pencher vers leurs voisins pour chuchoter. Je marchais dans mon propre village comme une étrangère qui aurait perdu son passeport. J'avais gardé Pilou avec moi, bien sûr. Il n'était plus chien de secours officiel, mais il restait mon chien. Et je crois qu'il comprenait, à sa manière silencieuse, tout ce qui m'arrivait. Le soir, dans mon petit appartement au-dessus de l'ancienne épicerie, il posait sa tête sur mes genoux et me regardait de ses yeux sombres, comme pour me dire qu'il était toujours là, lui, quoi qu'on ait décidé de lui aussi. C'est en plein cœur de cet hiver de solitude que mon père est mort. Brutalement, d'un arrêt du cœur, un matin de janvier, seul dans sa petite maison au bout du village. Aimé Berger, le dernier chef mécanicien du téléphérique, celui qui répétait toujours que la montagne doit encore quelque chose au village. Il n'avait pas eu le temps de me voir relever de cette honte qui collait à mon nom. Il était parti en me laissant seul avec elle,
comme un manteau trop lourd que je ne savais plus enlever. J'ai pleuré à son enterrement, dans le petit cimetière au-dessus de l'église, sous une neige fine qui tombait sans bruit sur les tombes. J'ai remarqué, ce jour-là déjà, que certains villageois évitaient mon regard même dans ce moment de deuil partagé, comme si ma présence salissait encore la mémoire de mon père. Ma belle famille a achevé de me briser dans les semaines qui ont suivi. Ghislaine, la seconde épouse de mon père, et Damien, son fils, mon demi-frère, sont venus me trouver un soir, sans prévenir. Ghislaine avait le visage dur, les lèvres pincées, et elle m'a dit, debout dans l'entrée de mon appartement, sans même vouloir s'asseoir, « Tu as sali son nom, Margot. Toute sa vie, ton père a été un homme respecté ici, et maintenant on ne parle plus que de sa fille, la meurtrière de l'aiguille grise. Tu crois qu'il aurait supporté ça ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Damien, derrière elle, n'a rien dit non plus, les yeux baissés vers le sol, comme s'il avait honte de se trouver là, mais n'osait pas la contredire. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'ils avaient vendu la maison de famille, celle où j'avais grandi, sans m'en laisser un centime, sans même un mot d'adieu. La maison où mon père m'avait appris à lire les nuages et les traces d'animaux dans la neige fraîche est passée à d'autres mains, et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Je me suis retrouvé seul au monde avec Pilou, dormant dans mon vieux fourgon, garé au bord de la route qui monte vers les alpages, quand mes économies ont fini par ne plus suffire au loyer de mon appartement. Certains soirs, dans le froid qui s'infiltrait sous les portières mal isolées, je n'avais que la chaleur de mon chien contre moi pour me rappeler que j'existais encore, que je n'étais pas devenu tout à fait ce fantôme que le village semblait vouloir faire de moi. Un jour où je passais devant la mairie pour une formalité administrative, une de ces démarches sans fin qu'il faut affronter quand on n'a plus de travail, j'ai vu une affiche jaunie punaisée sur le grand panneau d'affichage, presque effacée par les intempéries. Elle annonçait la vente aux enchères prochaine de l'ancienne gare amont du téléphérique pour arriérés d'impôts fonciers. Le lieu de travail de mon père, celui où il avait passé 40 ans de sa vie, à demi abandonné depuis que le téléphérique avait cessé de tourner, faute d'entretien et de clientèle suffisante. J'ai regardé cette affiche longtemps, immobile dans le froid, sans vraiment savoir pourquoi mon cœur battait plus vite. Et puis, quelques jours plus tard, à la boulangerie, où je n'osais plus vraiment entrer que tôt le matin pour éviter les regards, j'ai surpris malgré moi une conversation entre deux clientes derrière moi dans la file d'attente. L'une disait à l'autre, en baissant un peu la voix mais pas assez pour que je n'entende rien, « Tu te souviens, le pauvre Aimé, les derniers mois, il remontait encore là-haut à la gare, tout seul, on ne sait jamais pourquoi. Le pauvre homme, il devait avoir du mal à lâcher son téléphérique. » Cette phrase-là ne m'a plus lâché de la journée, puis des jours suivants. Pourquoi mon père, un homme si simple et si droit, aurait-il continué à monter seul, en cachette de tous, dans cette gare morte qu'il avait pourtant vue fermer avec tant de tristesse? Qu'allait-il faire là-haut, dans le froid et le silence, alors que sa santé déclinait déjà? Cette question a commencé à tourner en moi comme une petite flamme qu'on protège du vent. La première chose depuis des mois qui ne ressemblait pas au désespoir. Le jour de la vente aux enchères, je me suis présenté à la mairie avec les quelques billets qui me restaient au fond de mon sac, comptés et recomptés la veille au soir dans le fourgon. La salle des ventes était presque vide. Personne d'autre ne voulait de cette ruine de béton et d'acier, plantée à mi-flanc de l'aiguille grise, accessible seulement par un vieux chemin de service que la neige rendait impraticable la moitié de l'année. Le commissaire-priseur a annoncé la mise à prix, dérisoire, et personne n'a levé la main sinon moi. J'ai emporté la gare amont pour 150 €. Par défi, sans doute, envers ce village qui m'avait déjà tout pris. Mais aussi, et surtout, parce que c'était le seul morceau tangible de mon père qui subsistait encore quelque part dans ce monde, la dernière chose que je pouvais encore toucher de lui. Je suis monté m'y installer avant même les premières neiges de la saison suivante, mon fourgon chargé de tout ce qu'il me restait comme affaire, Pilou assis à côté de moi sur le siège passager, le nez collé à la vitre embuée. La route de service serpentait entre les sapins, de plus en plus raide, jusqu'à déboucher sur cette étendue blanche où se dressait la station, à demi ensevelie sous des congères anciennes. La grande poulie du câble se tenait là, immobile, comme figée en plein geste, aussi imposante et silencieuse qu'une bête endormie qu'on n'ose pas réveiller. La salle des machines, quand j'en ai poussé la lourde porte métallique,
sentait la poussière, l'huile ancienne et le froid minéral de la pierre. Le vent s'engouffrait par endroits dans les tôles du toit et produisait ce gémissement continu, presque humain, que je n'ai plus jamais oublié depuis. Je me suis installé là pour l'hiver, dans ce froid et ce vent qui ne cessait jamais vraiment. J'ai trouvé un vieux poêle à bois dans un coin de la salle du personnel, encore en état de marche, et je l'ai allumé le premier soir avec des bûches trouvées dans un appentis. J'ai regardé sa fumée monter dans le ciel gris du soir, à travers un carreau fêlé, avec un mélange étrange de tristesse et de soulagement. En bas, au village, on a vite remarqué cette fumée qui montait, régulière, du haut de la montagne. On a jasé, bien sûr, que la meurtrière hantait désormais le téléphérique mort, comme un fantôme trop fier pour disparaître tout à fait. De petites brimades ont continué, même à cette distance. Des commerçants qui ne me servaient plus quand je descendais faire mes courses, des portes qui se fermaient un peu plus vite à mon approche, des enfants à qui l'on chuchotait de ne pas s'approcher de la dame de la gare. Je connaissais pourtant cette salle des machines par cœur, pour y avoir joué enfant pendant que mon père travaillait sur les câbles ou les moteurs. Je me souvenais de l'odeur particulière de la graisse sur le métal, du bruit des outils qu'il rangeait toujours avec le même soin méticuleux. Mais quelque chose dans ce lieu semblait retenir un secret, comme une pièce qui attend patiemment qu'on trouve enfin la bonne porte à ouvrir. Dehors, dans la neige devant la station, Pilou s'acharnait chaque jour sur un même point précis du sol, grattant, gémissant doucement, revenant toujours à cet endroit malgré mes appels répétés pour qu'il rentre se mettre au chaud. Je ne comprenais pas encore ce qui l'obsédait ainsi, mais je remarquais bien qu'il ne s'agissait pas d'un jeu ordinaire pour lui. Ses gestes avaient cette précision méthodique que je lui connaissais de son ancien métier. Un soir, en fouillant dans le local d'équipe où les employés du téléphérique rangeaient autrefois leurs affaires personnelles, j'ai trouvé des indices troublants d'une présence récente de mon père en ces lieux. Un outil d'affûtage, encore emballé dans son plastique d'origine, bien trop neuf pour avoir traîné là depuis des années. Et sur un carnet à la couverture rongée par l'humidité, glissé entre deux vieilles factures, un mot écrit de sa main, que je n'ai su déchiffrer qu'à moitié, tant l'encre avait pâli avec le temps. Le froid garde ce que les hommes oublient. Cette phrase, tracée par la main de mon père dans les derniers mois de sa vie, m'a arrêté net, assise là dans la poussière et le froid, le carnet tremblant entre mes doigts. Qu'est-ce que mon père avait bien pu fabriquer là-haut, tout seul, dans cette gare qu'il avait pourtant vue se vider peu à peu de tout son sens, année après année? Quel secret gardait-il, protégé par le froid même de cette montagne qu'il aimait tant? Je me suis assise un long moment sur un vieux tabouret de bois, dans cette salle des machines qui m'avait tant émerveillé enfant. Je me souvenais des après-midi entiers passés ici, quand j'avais 8 ou 9 ans, assise justement sur ce même tabouret, à regarder mon père graisser les câbles avec une concentration religieuse, sans jamais se presser. Il me racontait, à l'époque, l'histoire de chaque pièce de la machine, comme si chacune méritait qu'on la connaisse par son nom. Une machine, ça se respecte, Margot, me disait-il en essuyant ses mains larges sur un chiffon. On l'écoute, elle nous dit quand quelque chose ne va pas, bien avant qu'elle ne tombe en panne. J'avais appris, sans m'en rendre compte, à écouter les choses silencieuses de la même façon que j'apprendrai plus tard à écouter la neige. Cette nuit-là, allongé sur un vieux matelas posé à même le sol près du poêle, le vent hurlant toujours dans les tôles au-dessus de moi, je n'ai presque pas dormi. Je repensais sans cesse à ce mot tracé de la main de mon père, à cet outil trop neuf pour n'avoir jamais servi, à la présence presque palpable de son absence dans cette pièce où pourtant tout semblait encore porter sa trace. Pilou, couché contre moi, sursautait parfois dans son sommeil, remuant les pattes comme s'il continuait, même endormi, à gratter ce même point précis du sol qui l'obsédait tant depuis notre arrivée. Pilou ne lâchait rien les jours suivants. C'était son ancien flair d'avalanche qui parlait en lui. Ce nez qui avait sauvé tant de vies avant qu'on ne juge, trop vite, qu'il ne servait plus à rien. Jour après jour, dans le froid mordant du matin, il dégageait patiemment la neige d'un même renfoncement du sol, juste derrière la salle des machines, jusqu'à ce qu'une trappe métallique apparaisse enfin sous ses pattes couvertes de givre.
C'était un accès extérieur que je ne connaissais pas, malgré toute mon enfance passée dans ces lieux. Une trappe ronde, bloquée depuis des années par une vieille coulée de neige tombée là, bien avant ma naissance sans doute, à en juger par la rouille qui recouvrait ses gonds. Je me suis agenouillé près de mon chien, dans la neige glacée, et j'ai commencé à creuser avec lui, les mains nues, sentant le froid mordre jusqu'à l'os sans que cela ne m'arrête un seul instant. Il m'a fallu près d'une heure pour dégager suffisamment la trappe et parvenir à la soulever, dans un grincement de métal qui a résonné longtemps dans le silence de la montagne. Sous elle, un escalier de pierre étroit s'enfonçait dans le noir. Je suis descendu avec ma lampe frontale, le cœur battant plus fort que je ne l'aurais cru possible. Pilou trottinant devant moi avec cette assurance tranquille des chiens qui savent exactement où ils vont. J'ai découvert, au bas de cet escalier, une caverne creusée à même le roc sous la station. L'ancienne chambre de tension du câble, ce grand espace où pendaient jadis les lourds contrepoids qui maintenaient la tension nécessaire au bon fonctionnement du téléphérique. Naturellement froide et humide, silencieuse comme une église de pierre, elle dégageait cette odeur particulière de cave ancienne, de terre et de mousse, qui vous saisit dès la première inspiration. Et là, dans cette pénombre trouée par le seul faisceau de ma lampe, j'ai trouvé l'atelier secret de mon père. Des carnets rangés avec un soin méticuleux sur une étagère de bois vieilli, des ferments conservés dans des bocaux de verre poussiéreux, des étagères entières portant encore quelques meules d'un fromage bleu qui avait survécu au temps, oubliés là comme des trésors muets attendant patiemment qu'on vienne enfin les chercher. Rien, absolument rien, qui concernait de près ou de loin l'avalanche, ma faute supposée ou mon innocence. Seulement le rêve silencieux d'un homme. En lisant ces carnets, assise à même le sol froid de la caverne, ma lampe posée devant moi, j'ai compris peu à peu ce qui s'était joué ici, loin des regards, pendant les dernières années de la vie de mon père. Il ressuscitait en secret un fromage bleu local disparu depuis des générations, un bleu que les anciens de Valombre appelaient, jadis, dans leurs souvenirs d'enfance, le bleu de l'aiguille. Il avait découvert, ou peut-être toujours su, que cette caverne, jadis glaciaire du village avant l'arrivée de l'électricité et des chambres froides modernes, offrait exactement le froid stable et l'humidité qu'il fallait pour affiner un tel fromage. Il voulait laisser quelque chose à ce pays qui se mourait doucement autour de lui, un produit, une fierté retrouvée, une raison de continuer à croire en l'avenir de Valombre. Mais il était parti, avant d'avoir achevé son œuvre, emporté par son cœur fatigué un matin de janvier, sans avoir eu le temps de transmettre ce savoir à personne. Le premier carnet s'interrompait en pleine phrase, comme si la mort l'avait surpris au beau milieu d'une pensée qu'il n'avait pas eu le temps de terminer. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en lisant ces dernières lignes inachevées, imaginant mon père, seul dans cette caverne, notant ses observations à la lueur d'une lampe, sans savoir que le temps lui était compté. Pourtant, l'une des meules oubliées sur l'étagère, quand je l'ai goûtée du bout des doigts avec une prudence craintive, s'est révélée excellente, la preuve vivante et tangible que sa méthode fonctionnait vraiment. Mais les ferments dans les bocaux, privés de soins depuis trop longtemps, agonisaient lentement, et je ne savais absolument rien de la recette exacte ni des gestes précis qu'exigeait un tel affinage. Un compte à rebours silencieux venait de commencer sous mes pieds, dans le noir et le froid de cette caverne, et je le sentais presque physiquement, comme une horloge invisible qui égrenait ses secondes. J'ai pris ma décision cette nuit-là, assise dans le froid de la caverne, une main posée sur l'épaule chaude de mon chien, ma lampe presque à court de batterie posée sur le sol de pierre. Ce fromage serait à la fois ma renaissance et l'héritage vivant de mon père. J'ai compris, en observant les murs suintants et le calme parfait de cet endroit, que le climat de cette caverne, ce froid stable, cette humidité mesurée par la nature elle-même depuis des siècles, était un cadeau offert par la montagne, une cave d'affinage comme on n'en trouve presque plus nulle part ailleurs. Le lendemain, malgré la fierté qui me pesait encore, je suis descendu au village trouver Casimir Roux, un vieil affineur que je savais avoir connu mon père autrefois, dans une vie plus heureuse pour tous les deux. Il vivait seul, dans une petite maison en bordure du village, méfiant envers le monde entier,
meurtri lui aussi par les années et par le regard souvent dur des autres. Il m'a d'abord fermé sa porte au nez, sans même me laisser finir ma phrase. « Je ne veux rien avoir à faire avec les affaires des bergers », m'a-t-il lancé à travers le battant à moitié refermé, d'une voix bourrue qui cachait mal, je le sentais déjà, une blessure plus ancienne que la mienne. Je suis revenu le lendemain, puis le jour d'après, patiente comme la neige qui s'accumule sans se presser. À ma 3e visite, je lui ai simplement tendu, sans un mot, un petit morceau de la meule que j'avais trouvé dans la caverne de mon père. Il l'a pris entre ses doigts, noueux, l'a porté à son nez, puis à sa bouche, les yeux fermés un long moment. Quelque chose s'est adouci dans son regard quand il les a rouverts. « C'est bien le bleu de l'aiguille », a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Je croyais cette recette perdue avec le vieux Firmin, il y a 30 ans de ça. Il m'a fait entrer, ce jour-là, dans sa petite cuisine encombrée de vieux ustensiles et de photographies jaunies accrochées au mur. Il m'a raconté, tandis que le café chauffait sur la cuisinière à bois, qu'il avait lui aussi connu la dureté du jugement des autres, bien des années plus tôt, quand une fournée entière de tomes qu'il affinait pour la coopérative du village avait tourné, un été trop chaud, et qu'on l'avait accusé, à tort, d'avoir mal travaillé. « On m'a traité de vieux fou pendant des années, Margot », m'a-t-il dit, le regard perdu vers la fenêtre embuée. « Je sais ce que c'est que d'être jugé sans qu'on prenne la peine de comprendre. C'est peut-être cela, plus que le simple souvenir de mon père qu'il a décidé à m'aider malgré sa méfiance première. Il a fini par accepter de me transmettre ce qu'il savait encore de cette recette ancienne, geste après geste, avec la patience un peu bourrue des hommes de sa génération qui n'aiment pas trop parler mais qui savent montrer. Il venait 2 fois par semaine à la gare Hamon, montant à pied malgré son âge, refusant systématiquement que je vienne le chercher en voiture. « Les jambes, ça s'entretient comme le reste », grommelait-il en soufflant un peu, avant de retirer son manteau et de se mettre aussitôt au travail, penché sur les meules avec cette attention silencieuse que je devais apprendre, moi aussi, à cultiver. Le vrai travail a commencé alors, exigeant et lent. Réveiller les ferments à moitié endormis dans leurs bocaux, en les nourrissant patiemment selon les indications que Casimir me donnait. Trouver du lait cru de qualité auprès des rares éleveurs encore présents dans la vallée, la plupart méfiants au début, avant de céder devant mon insistance tranquille. Apprendre geste après geste l'art difficile de l'affinage. Les meules à retourner chaque jour à heure fixe, les croûtes à surveiller pour en juger la maturation, l'odeur à respirer chaque matin en entrant dans la caverne pour savoir, d'instinct, si tout se passait bien ou si un problème couvait. Il y a eu de premières petites victoires, minuscules mais précieuses comme des pierres précieuses trouvées dans un torrent. Une première meule menée à son terme sans accident. Un ferment qui reprenait vigueur après des jours d'inquiétude. Et Pilou restait toujours à mes côtés dans ces moments, couché près du vieux poêle allumé en permanence maintenant, ou trottinant dans les couloirs de pierre de la caverne, comme s'il gardait lui aussi, à sa manière, ce trésor retrouvé. La caverne, longtemps silencieuse et abandonnée, reprenait vie peu à peu, chargée d'une odeur nouvelle, celle du lait qui tourne doucement en fromage. Un peu de chaleur humaine est revenue avec cela, timidement d'abord. Yannick, un ancien collègue liftier resté loyal envers moi malgré la pression du village, est venu m'aider discrètement, un soir de neige tombante, en portant du bois pour mon poêle, en réparant une conduite d'eau gelée sans jamais rien me demander en retour. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence silencieuse valait tous les discours. Une vieille femme du village, que je ne connaissais qu'à peine avant cette histoire, m'a apporté un matin du lait en trop de sa propre production, laissé simplement devant la porte de la salle des machines, sans un mot, en évitant mon regard par une gêne que je devinais mêlée de sympathie encore inavouée. Le lien humain n'était donc pas tout à fait rompu à Valombre, malgré tout ce qu'on avait dit et pensé de moi. C'est alors, précisément alors que je reprenais un peu espoir, qu'un courrier recommandé est arrivé un matin de la mairie, porté péniblement jusqu'à la station par le facteur qui n'aimait guère monter jusqu'ici. Le papier était trop blanc, le cachet officiel trop appuyé, et quelque chose de froid et d'administratif se dégageait de cette enveloppe avant même que je ne l'ouvre. Quelque chose qui sentait la manœuvre depuis la première ligne. La lettre, une fois ouverte, m'a glacé bien plus que le froid de la caverne.
La mairie annonçait sa volonté d'annuler purement et simplement la vente à 150 € dont j'avais bénéficié quelques mois plus tôt et de faire déclarer la station en péril imminent, promise à une démolition prochaine pour raison de sécurité. C'était l'expulsion qui me guettait, juste au moment où je recommençais à me tenir debout, où la caverne recommençait à sentir bon le fromage plutôt que la poussière et l'abandon. Je suis descendu au village le jour même, la lettre serrée dans ma poche, et j'ai fini par comprendre, en interrogeant discrètement Yannick puis quelques autres, le vrai mobile derrière cette manœuvre soudaine. Bastien Aubry convoitait le site de la gare Hamon pour y construire une base de luxe dédiée à l'héliski, un projet porté depuis des mois par sa société Crystal Développement, dont les plans, m'a confié Yannick à voix basse, circulaient déjà secrètement entre certains conseillers municipaux. Le conflit devenait alors bien plus personnel que je ne l'avais compris jusque-là. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires contrarié par une femme installée dans une ruine sans valeur apparente. C'était l'homme même qui m'avait brisé des années plus tôt, en cassant ma décision de fermeture, qui revenait aujourd'hui me chasser une seconde fois, pour les mêmes raisons profondes. L'argent, toujours, et le mépris tranquille de tout ce qui pouvait s'opposer à ses projets. Je me suis défendu pied à pied, avec l'énergie de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Grâce à ce que mon père m'avait enseigné, enfant, sur le fonctionnement précis du téléphérique et de ses fondations, j'ai pu prouver devant des experts venus inspecter les lieux à la demande de la mairie que la caverne servait en réalité d'ancrage même à la structure de la montagne et qu'elle était parfaitement saine, contrairement à ce qu'affirmait le rapport commandé par Aubry. J'ai déposé, dans la foulée, une demande officielle de classement au patrimoine pour cette glacière ancienne, espérant protéger ainsi, par la loi, ce que mon père avait commencé en secret. C'est dans cette colère renouvelée, dans cette sensation glaçante d'une injustice qui revenait me frapper une seconde fois après des années, que le mystère de l'avalanche s'est rouvert en moi, mais cette fois par mes propres moyens, sans que personne ne m'y pousse. Un soir, seul dans la salle des machines, j'ai ressorti de sa cachette mon vieux carnet de pisteuse, celui que j'avais glissé dans un tiroir avant de quitter mon poste des années plus tôt, avec l'heure exacte de mon ordre de fermeture écrite noir sur blanc de ma propre main. C'est ce même soir-là que Yannick, qui avait toujours gardé un silence prudent sur cette vieille affaire, est venu me trouver, l'air grave, un sac en toile serré contre lui. « Margot, m'a-t-il dit, assis en face de moi près du poêle, j'ai gardé quelque chose depuis toutes ces années. Je ne savais pas si je devais te le montrer un jour. » Il m'a tendu un vieux carnet de bord et quelques feuillets jaunis. Le journal radio de ce jour maudit, où figurait, transcrit de sa main à l'époque, l'ordre écrit que j'avais donné et la trace de l'appel par lequel Aubry l'avait fait casser quelques minutes plus tard. C'était la pièce égarée du rapport officiel, celle qui manquait depuis des années pour comprendre enfin ce qui s'était réellement passé ce matin-là. Yannick m'a mis en garde avant de repartir dans la nuit. « Fais attention, Margot. Aubry sait que tu fouilles dans le passé. Un homme comme lui ne laissera rien sortir sans se battre. » Une tempête était annoncée pour les jours suivants sur toute la vallée, la plus grosse de l'hiver selon les prévisions. Et Yannick venait d'apprendre, par un ancien collègue resté au domaine skiable, qu'Aubry avait discrètement autorisé une session d'héliski hors piste au-dessus même de la route du village, exactement dans les conditions de neige que j'avais voulu fermer autrefois, des années plus tôt, avant que tout ne bascule pour moi. L'histoire semblait sur le point de se répéter à l'identique, et je sentais, avec une angoisse grandissante, que personne d'autre que moi ne semblait vraiment s'en inquiéter cette nuit-là. La tempête est arrivée 2 jours plus tard, plus violente encore que ne l'avaient annoncé les prévisions. Le vent soufflait en rafales à décorner les toits de tôle du village, et la neige tombait si dense, si serrée, qu'on ne voyait plus, depuis la gare Hamon, le fond de la vallée où clignotaient d'ordinaire les lumières de Valombre. Je restais près du poêle, inquiète, Pilou couché contre mes jambes, l'oreille dressée par moments vers les bourrasques qui secouaient les tôles au-dessus de nos têtes. Là-haut, sur les pentes que je connaissais mieux que quiconque dans cette vallée, l'héliski illégal autorisé en douce par Aubry avait fragilisé pendant des jours une plaque entière de neige, exactement là où je l'avais craint des années plus tôt, dans les mêmes conditions précises que celles qui avaient causé la première catastrophe. En fin de matinée, alors que la tempête semblait vouloir marquer une pause, une avalanche s'est abattue sur la route du village.
sur cette portion précise où passait justement, à pied, un groupe d'enfants qui rentraient d'une sortie scolaire encadrée par 2 instituteurs. Le chaos s'est installé en quelques secondes à peine. Des cris qui déchiraient l'air blanc, de la neige partout, des parents accourant sans savoir par où commencer, hurlant des prénoms dans le vent. J'ai réagi d'instinct, comme si mon corps entier avait attendu ce moment précis depuis des années pour se souvenir enfin de qui il était vraiment. Avec Pilou, nous avons dévalé la pente en direction du nuage blanc encore en suspension dans l'air, pendant que d'autres autour de nous couraient en tous sens, paniqués, sans méthode, sans savoir par où commencer à chercher. Mes réflexes de pisteuse sont revenus intacts, comme s'ils n'avaient jamais quitté mon corps une seule seconde durant toutes ces années d'exil forcé. « Écartez-vous! Faites silence! J'ai besoin du silence pour que mon chien travaille !» ai-je crié d'une voix que je ne me connaissais plus, une voix d'autorité qui a fait taire, presque immédiatement, la foule affolée. J'ai organisé les recherches en quelques instants, positionné les villageois le long de la coulée en ligne de sondage, comme on me l'avait appris des années plus tôt, pendant que Pilou, libéré enfin de toute contrainte, retrouvait son ancien métier avec une fébrilité magnifique à observer. Ce fut le grand moment de gloire de mon chien, celui que j'attendais peut-être sans me l'avouer depuis le jour de sa réforme humiliante. Pilou a marqué un point précis dans la neige, avec cette insistance nerveuse que je connaissais si bien de son ancien travail, grattant, aboyant, revenant sans cesse au même endroit. Nous avons creusé ensemble, à main nue d'abord, puis à la pelle apportée par un villageois, jusqu'à découvrir, sous près d'1 mètre de neige tassée, la petite Lucie, une enfant du village dont le père m'avait pourtant renié avec la plupart des autres après l'accident de l'aiguille grise. Elle était ensevelie depuis de longues minutes, le visage bleui par le froid, mais elle respirait encore faiblement quand nous l'avons enfin sortie de sa prison de neige. Le prix de cette journée a failli être terrible pour moi. En dégageant la dernière victime, un homme âgé pris lui aussi dans la coulée principale, une coulée secondaire s'est détachée sans prévenir juste au-dessus de nous, dans un grondement bref et brutal. J'ai été happé par cette masse de neige avant même d'avoir pu réagir, avant d'avoir pu me mettre à l'abri comme je l'aurais fait n'importe quel autre jour. J'ai été blessé profondément, à 2 doigts de la mort selon ce qu'on m'a raconté ensuite, tiré inconsciente dessous cette seconde masse de neige par les hommes accourus derrière moi, alerté par les aboiements affolés de Pilou, qui refusait de quitter l'endroit où j'avais disparu. L'issue heureuse de cette journée a vacillé un instant terrible, suspendu entre la vie et la mort dans le blanc silencieux de la montagne. À demi consciente, allongée sur une civière de fortune pendant qu'on s'affairait autour de moi dans le vacarme confus des secours enfin arrivés, j'ai compris quelque chose avec une clarté glaçante, presque douloureuse tant elle était nette. Cette avalanche venait de se produire exactement comme je l'avais prédit des années plus tôt, dans les mêmes conditions précises, à cause de la même imprudence coupable. Mais cette fois, contrairement à la première fois, il y avait des dizaines de témoins directs de qui avait autorisé cette folie sur la montagne. Le village a basculé après cette journée-là, d'une manière que je n'aurais jamais osé espérer même dans mes rêves les plus fous. Ceux qui me traitaient de meurtrière quelques semaines plus tôt encore me devaient désormais leurs propres enfants, ou au moins le sommeil tranquille de savoir un enfant sauvé qu'ils avaient un instant cru perdu à jamais sous la neige. Les parents de Lucie sont venus me voir dès le lendemain, à l'hôpital de la vallée où l'on m'avait transporté en urgence, les larmes aux yeux, incapable de trouver les mots justes pour s'excuser d'avoir cru le pire de moi pendant tant de mois. « Je suis tellement désolé, Margot », m'a dit le père de Lucie, debout au pied de mon lit, la casquette tordue entre ses mains tremblantes. « On t'a jugé trop vite. On ne savait rien. On a écouté les mauvaises personnes. » Je n'ai pas eu la force de répondre grand-chose, ce jour-là. Mais j'ai senti, pour la première fois depuis des années, quelque chose se desserrer dans ma poitrine, un poids ancien qui commençait, timidement, à s'alléger. D'autres visages se sont succédés à mon chevet, dans les jours qui ont suivi, certains que je connaissais à peine, d'autres qui m'avaient pourtant tourné le dos ouvertement dans les rues du village. Une voisine, qui ne m'adressait plus la parole depuis des années, m'a apporté une tarte aux myrtilles encore tiède, posée en silence sur la table de nuit, avec un simple signe de tête embarrassé. Le boulanger, celui-là même qui refusait autrefois de me servir, est monté un dimanche jusqu'à la gare Hamon, porter du pain frais à Pilou et à moi, prétextant une livraison qu'il n'avait, en réalité, jamais eu à faire jusque-là. Je comprenais, à travers ces petits gestes maladroits mais sincères,
que le village entier cherchait, chacun à sa façon, à réparer quelque chose qu'aucun mot ne pouvait vraiment effacer. J'ai passé plusieurs jours à l'hôpital, puis j'ai continué à me rétablir à la gare Amont, entouré d'une chaleur humaine que je n'avais plus connue depuis bien longtemps. Pilou, lui, a été fêté comme un véritable héros par tout le village dans les semaines qui ont suivi, caressé par des mains qui l'évitaient encore, avec méfiance, quelques semaines plus tôt à peine. La réhabilitation de mon chien, qu'on avait réformé dans la honte après son échec au moment le plus difficile, faisait écho, presque comme un miroir tendre, à la mienne propre. Pendant ma convalescence lente, allongée près du poêle avec une jambe encore bandée, l'épreuve se resserrait d'elle-même, sans même que j'aie à les chercher activement. Cette nouvelle coulée, autorisée sciemment par Aubry et vue cette fois par des dizaines de villageois présents sur les lieux, ajoutée à mon vieux carnet daté et au journal radio conservé pieusement par Yannick pendant toutes ces années, recomposait exactement le même schéma coupable que des années plus tôt. Peu à peu, les gens de Valombre ont commencé à se dire, entre eux d'abord, prudemment, puis plus ouvertement au fil des semaines, que j'avais peut-être bien été le bouc émissaire d'une première catastrophe, avant d'en subir presque une seconde par la faute du même homme. Bastien Aubry a vite compris que le vent tournait contre lui dans cette petite communauté où les rumeurs circulent plus vite que le vent lui-même. Il a alors contre-attaqué avec la détermination froide de quelqu'un qui sait avoir beaucoup à perdre. Des pressions discrètes ont été exercées sur certains conseillers municipaux encore hésitants. Des tentatives de me discréditer ont recommencé, évoquant mon ancien licenciement comme preuve de mon incompétence supposée, malgré les faits nouveaux qui s'accumulaient contre lui. Il a accéléré, dans le même mouvement, le dossier de démolition de la gare Amont, cherchant à faire annuler encore plus vite mon achat à 150 €, avant que la vérité, ou le fromage lui-même, n'ait le temps d'émerger tout à fait au grand jour. Un concours régional de fromage approchait justement à grands pas, et un acheteur venu de Lyon, alerté par la rumeur naissante d'un bleu ancien retrouvé dans les Alpes, avait montré un vif intérêt pour le bleu de l'Aiguille, dont on commençait à parler dans la vallée. C'est précisément à ce moment charnière, alors que tout semblait enfin pencher en ma faveur, qu'Aubry a choisi de frapper là où j'étais le plus vulnérable de toutes, la caverne elle-même, cœur battant de tout ce que j'avais reconstruit patiemment. Une grosse tempête se levait de nouveau sur la montagne cette semaine-là, aussi violente et menaçante que la précédente, comme si le ciel lui-même préparait le décor d'une nouvelle épreuve. Le coup est venu en pleine nuit, alors que la tempête faisait rage dehors avec une violence qui secouait jusqu'aux fondations de la vieille station. Bastien Aubry, ou l'un de ses hommes, je ne l'ai jamais su avec certitude absolue, a saboté discrètement, dans l'obscurité et le fracas du vent, la ventilation naturelle de la caverne ainsi que le système rudimentaire que j'avais installé pour réguler le climat intérieur. La fournée entière de bleu de l'Aiguille en cours d'affinage, des mois de travail patient et minutieux, le rêve inachevé de mon père transmis jusqu'à moi, se trouvait soudain en péril mortel, exposé à un froid trop sec et à des courants d'air violents qui n'auraient jamais dû exister dans ce lieu protégé depuis toujours par l'épaisseur même de la roche. J'ai découvert le désastre au petit matin, en descendant vérifier les meules comme je le faisais chaque jour depuis des mois, ma lampe frontale allumée contre l'obscurité persistante de l'aube d'hiver. L'air de la caverne avait changé du tout au tout. Plus sec, plus dur sur la langue quand je respirais, chargé d'un courant glacé qui n'aurait jamais dû traverser cet espace si soigneusement isolé par la nature elle-même. Je savais, pour l'avoir appris avec Casimir au fil des mois, que l'affinage tenait à un fil, à des degrés précis et à un taux d'humidité mesuré presque à l'instinct, consigné soigneusement dans les vieux carnets de mon père. Quelques heures de plus dans ces conditions dégradées, et tout serait perdu à jamais, la mémoire de mon père comme mon avenir tout entier, réduits en poussière par la malveillance d'un seul homme. J'ai d'abord cru, en ce premier instant de panique glacée, que j'allais devoir affronter seul ce désastre, comme j'avais affronté seul tant d'épreuves depuis des années. Mais ceux que j'avais sauvés quelques semaines plus tôt sont venus me sauver à leur tour, cette nuit-là, dans un geste qui m'a bouleversé plus que n'importe quelle parole n'aurait pu le faire. Les villageois, alertés par un appel affolé que j'avais passé à Yannick dès l'aube, sont montés à travers la tempête, bravant des congères impraticables et des rafales à décorner les toits pour rejoindre la gare Amont. Yannick est arrivé le premier,
suivi de près par Casimir, malgré son grand âge et ses jambes fatiguées, appuyé sur un bâton de marche qu'il n'utilisait d'ordinaire jamais. D'autres ont suivi encore, des visages que j'avais appris à reconnaître au fil des mois, certains qui m'avaient pourtant tourné le dos autrefois. À l'aide des carnets de mon père, que je leur lisais à voix haute dans la caverne pendant qu'ils s'activaient autour de moi dans le froid mordant, nous avons rétabli en catastrophe le tirage d'air naturel qui avait été saboté, colmatant les brèches avec tout ce qui nous tombait sous la main, faisant redescendre patiemment la température dans la caverne, heure après heure, jusqu'au lever du jour blafard sur la tempête qui, enfin, commençait à faiblir. Ce fut sans doute le sommet le plus intense de toute cette histoire, le moment où j'ai compris que quelque chose avait vraiment changé, en profondeur, dans le cœur de ce village. Des voisins qui, quelques semaines plus tôt encore, détournaient soigneusement le regard en me croisant dans la rue, ont veillé toute une nuit dans le froid et la tempête pour sauver l'héritage silencieux d'un mort qu'ils avaient presque oublié eux-mêmes, tant les années passées à Valombre avaient effacé la mémoire vivante de mon père. Le pardon, ce soir-là, ne s'est pas dit avec de grandes phrases ni de longues excuses. Il s'est incarné, bien plus profondément, dans leurs mains gelées qui manipulaient les vieux outils, dans leurs gestes fatigués mais obstinés, dans leur simple présence silencieuse à mes côtés jusqu'au bout de cette nuit interminable. Dans la mêlée confuse de cette nuit-là, alors que le jour commençait à peine à poindre sur les crêtes, quelqu'un a relevé une trace de pas suspecte près de l'entrée extérieure de la caverne, une empreinte de bottes fraîches qui ne correspondait à aucun de nous. Un homme s'est présenté le lendemain matin à la petite station, un ancien employé de Cristal Développement rongé par la culpabilité, prêt à témoigner ouvertement qu'il avait vu Bastien Aubry lui-même, cette nuit-là, se diriger vers la caverne avant que la tempête ne redouble. Aubry avait, cette fois, présumé de ses propres forces, croyant pouvoir agir impunément une fois de plus, comme il l'avait toujours fait par le passé, sans jamais en payer le prix. Au matin, quand la tempête s'est enfin calmée tout à fait, laissant derrière elle un silence blanc et presque irréel sur toute la vallée, nous avons soulevé ensemble, Casimir et moi, une meule qui, contre toute attente et malgré cette nuit de péril extrême, s'était parfaitement affinée. Casimir l'a portée à son nez, longuement, les yeux fermés, avant de hocher lentement la tête vers moi, avec cette approbation silencieuse des hommes de peu de mots mais de grande sincérité. Le concours régional de fromage a eu lieu quelques semaines plus tard, dans une grande salle des fêtes d'une ville voisine, décorée pour l'occasion de banderoles un peu défraîchies et de longues tables couvertes de nappes blanches. J'y suis arrivé avec Casimir, nerveuse comme je ne l'avais plus été depuis des années, portant précieusement dans une glacière isotherme les meilles que nous avions choisies ensemble parmi les plus belles pièces de notre première vraie fournée aboutie. J'ai présenté ce jour-là le tout premier bleu de l'aiguille achevé selon la méthode ancienne de mon père, retrouvé grâce à la mémoire fidèle de Casimir et patiemment perfectionné, mois après mois, dans notre caverne creusée à même la montagne. Le jury, composé de professionnels venus de toute la région, ne savait rien de mon histoire, rien de l'avalanche, rien du sabotage, rien de la honte que j'avais portée pendant des années. Ils ne connaissaient que le goût de ce fromage disparu qui renaissait enfin sous leurs papilles surprises. Je me souviens du silence qui s'est fait, dans la salle, pendant que le président du jury goûtait lentement notre bleu, les yeux fermés, avant de se tourner vers ses collègues avec un sourire qu'il ne cherchait même pas à cacher. Il a décroché une médaille, ce jour-là, sous les applaudissements nourris d'un public qui ne savait rien de tout le chemin parcouru pour en arriver là. Casimir, à côté de moi, avait les larmes aux yeux, lui qui pourtant ne pleurait jamais devant personne. « Firmin serait fier », a-t-il seulement murmuré en me pressant l'épaule de sa main noueuse. « Et ton père aussi, Margot. » L'acheteur venu de Lyon, celui-là même dont on m'avait parlé quelques semaines plus tôt, est venu me trouver dès le lendemain matin à mon petit stand, un homme élégant à l'accent chantant qui a goûté notre fromage avec une attention presque religieuse avant de me tendre sa carte de visite. Il a passé, dans les jours qui ont suivi, une grosse commande régulière pour son restaurant, la première d'une longue série qui allait peu à peu assurer un véritable avenir économique à notre petite production. Le fromage perdu revivait enfin sous les yeux de tout un pays qui avait cru l'avoir oublié à jamais. Et cette renaissance-là, je le savais avec une certitude tranquille au fond de moi, je l'avais méritée par mes propres mains, par mes propres nuits de doute et d'apprentissage,
sans qu'on me l'ait jamais offerte toute faite. La justice a suivi de près cette première victoire publique, comme si les deux histoires, celle du fromage et celle de la vérité, avançaient enfin main dans la main après des années de séparation forcée. Le carnet daté que j'avais gardé précieusement pendant toutes ces années, caché puis retrouvé, le journal radio conservé fidèlement par Yannick malgré le risque que cela représentait pour lui, le témoignage courageux de l'ancien employé de Crystal Développement concernant le sabotage de la caverne, et la traçabilité désormais irréfutable de l'autorisation d'héliski illégale accordée par Aubry juste avant la seconde avalanche, tout cela, mis bout à bout, a fini par faire tomber Bastien Aubry devant les autorités compétentes du département. L'enquête a été rouverte officiellement sur l'avalanche d'origine, celle qui avait brisé ma vie des années plus tôt. Les enquêteurs ont convoqué Yannick, qui a témoigné avec une clarté et un courage qui m'ont profondément touché, racontant heure par heure ce fameux matin où il avait consigné mon ordre de fermeture, avant de recevoir, quelques minutes plus tard à peine, l'instruction contraire venue d'Aubry en personne. Mon nom, celui que le village entier avait traîné dans la boue pendant des années, a été officiellement lavé et réhabilité par une décision qui reconnaissait enfin, noir sur blanc, ce que j'avais toujours su au fond de moi sans jamais pouvoir le prouver. Et le nom de Pilou, mon fidèle compagnon, injustement réformé pour un traumatisme qu'il n'avait fait que subir par la faute d'un autre, a lui aussi été effacé de toute mention négative dans les registres du service de secours en montagne. Damien, mon demi-frère, est revenu me voir quelques semaines après cette affaire, un après-midi de fin d'hiver où la neige commençait déjà à fondre doucement sur les toits du village. Il s'est présenté à la porte de la salle des machines, l'air hésitant, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, incapable de croiser mon regard bien longtemps. « Je peux entrer un moment ?» m'a-t-il demandé, d'une voix bien plus douce que celle qu'il avait employée le soir où lui et Ghislaine étaient venus me reprocher d'avoir sali le nom de notre père. Je l'ai fait entrer, sans un mot, et je lui ai servi un café chaud pendant que Pilou, curieux, venait renifler ses chaussures avant de retourner se coucher près du poêle, indifférent finalement à cette visite tardive. « On s'est trompé, Margot », a-t-il fini par dire, après un long silence gêné, les yeux fixés sur sa tasse fumante. « Maman et moi, on t'a jugé sans rien vérifier, on a préféré croire ce qui était le plus simple à entendre plutôt que d'aller chercher la vérité. Papa n'aurait jamais voulu ça. Il t'admirait, tu sais. Il me le disait souvent, avant, que tu étais la meilleure d'entre nous sur cette montagne. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé ces mots trouver leur chemin en moi, lentement, sans les repousser, ni les accueillir trop vite non plus. Puis j'ai posé ma main sur celle de Damien, sur la table de bois usée par les années, et je lui ai dit simplement que je lui pardonnais, que la vie était déjà bien assez dure sans qu'on y ajoute encore de la rancune inutile. Ce jour-là, la blessure familiale a commencé, doucement, timidement, à cicatriser entre nous. Ce pardon-là, je ne l'ai accordé qu'une seule fois dans toute cette histoire, mais je l'ai accordé de bon cœur, car je savais, en regardant les yeux humides de mon demi-frère, qu'il était sincèrement mérité. Les mois qui ont suivi ont transformé, peu à peu mais sûrement, la gare Hamon tout entière. Ce lieu que la mairie voulait démolir quelques mois plus tôt à peine est devenu une véritable cave d'affinage professionnelle, agrandi avec l'aide de subventions obtenues grâce au classement au patrimoine que j'avais finalement obtenu pour la glacière ancienne. On a doublé cet espace d'un petit refuge de montagne, chaleureux et rustique, où randonneurs et curieux pouvaient désormais passer la nuit en hiver comme en été, et d'un point de dégustation où l'on pouvait goûter, sur place, le bleu de l'aiguille, accompagné d'un peu de pain de campagne et d'un verre de vin local. Valombre a repris vie, lentement mais sûrement, autour de ce lieu qu'on croyait mort et enterré depuis des années. Des visiteurs montaient désormais à pied ou en raquette, l'été comme l'hiver, attirés par la réputation grandissante de notre petit fromage et par l'histoire, désormais connue de tous, de sa renaissance. L'héritage du vieux téléphérique, cette grande poulie qui était restée immobile pendant tant d'années comme une bête endormie, s'est trouvé transfiguré, en hommage silencieux et vivant à mon père, qui n'avait jamais cessé, jusqu'à son dernier souffle, de croire que la montagne devait encore quelque chose à ce village qu'il avait tant aimé. Aujourd'hui, en repensant à tout ce chemin parcouru depuis ce matin fatal où j'avais lu la neige mieux que tous les autres, sans que cela ne me serve à rien sur le moment, j'aimerais vous dire quelques mots.
À vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, jusqu'au bout de cette histoire. Je ne sais pas ce qui vous a amené à m'écouter ce soir, en cuisinant peut-être, ou en marchant, ou allongé dans le noir avant de trouver le sommeil. Mais je voulais que vous sachiez que je pense à vous, sincèrement, en vous racontant tout cela. La vie nous juge parfois trop vite, et injustement. Elle nous prend, sans prévenir, ce que nous avons de plus précieux, notre métier, notre honneur, nos parents, parfois même la confiance de ceux qui nous entourent depuis toujours. J'ai connu cela dans ma chair pendant des années, ce poids d'un mot terrible collé à mon nom sans que je puisse rien faire pour l'effacer moi-même. Et pourtant, je peux vous le dire aujourd'hui, avec toute la certitude que ces années difficiles m'ont apprise. Rien de ce qui a de la valeur ne disparaît vraiment, tant que quelqu'un, quelque part, refuse de l'abandonner tout à fait. Mon père ne m'a pas laissé une victoire toute faite. Il ne m'a pas laissé de preuves cachées dans un tiroir pour laver mon nom, ni un trésor tout prêt qui aurait réglé mes problèmes d'argent d'un coup. Il m'a laissé, bien plus simplement et bien plus précieusement, un savoir ancien et une cave froide creusée patiemment dans le roc de notre montagne. C'est à moi qu'il est revenu d'apprendre, de me tromper, de recommencer autant de fois qu'il le fallait, jusqu'à faire renaître ce que tout le monde, autour de moi, croyait perdu à jamais. Et je crois que c'est précisément cela, cet effort-là, qui a donné tout son sens et toute sa saveur à cette renaissance. Mon chien, lui aussi, réformé et humilié comme moi, sans qu'il ait jamais rien fait pour mériter cette honte, a retrouvé sa fierté et sa place le jour où le village a de nouveau eu besoin de son flair et de son courage tranquille. Pilou n'a jamais douté de moi, pas un seul instant, même dans les pires moments de notre exil commun dans ce fourgon froid garé au bord de la route. Il y a, je crois, une leçon simple là-dedans, sur la fidélité qui ne se négocie pas, qui reste là, imperturbable, même quand tout le monde autour de vous a déjà rendu son jugement. Si vous traversez, vous aussi, en ce moment ou peut-être un jour prochain, une saison de honte ou d'injustice, une période où l'on vous regarde de travers pour des raisons que vous ne méritez pas, je veux que vous sachiez une chose, que je porte désormais gravé en moi comme les mots de mon père sur ce vieux carnet retrouvé dans le froid de la caverne. Le froid garde ce que les hommes oublient. Ce qui semble perdu à jamais, ce qui semble jugé une fois pour toutes par le monde entier, attend peut-être simplement, quelque part dans l'ombre, qu'on ait le courage de redescendre, une lampe à la main et le cœur un peu tremblant, pour aller le chercher. Je pense souvent à mon père, dans cette caverne, écrivant ces derniers mots sans savoir qu'il n'aurait pas le temps de terminer sa phrase. Je pense aussi à tous ces villageois qui ont veillé toute une nuit dans la tempête pour sauver l'héritage d'un homme qu'ils avaient presque oublié. Et je pense à vous, ce soir qui avez pris le temps d'écouter jusqu'au bout le récit d'une femme qu'on avait un jour appelée la meurtrière, et qui est devenue, avec le temps, la patience et un peu d'aide inattendue, celle qui a fait renaître tout un pan de son village. Merci d'avoir marché à mes côtés jusqu'au bout de cette histoire, dans le froid et la chaleur, dans la honte et dans la fierté retrouvée. Si elle vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose de votre propre vie, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, pour retrouver d'autres récits comme celui-ci, racontés avec le même soin et la même sincérité. Et revenez nous écouter la prochaine fois que vous aurez besoin, vous aussi, d'un peu de chaleur, d'un peu d'espoir, et de la certitude tranquille que rien, jamais, n'est tout à fait perdu.